Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission du Corner Club, c'est la 17e aujourd'hui et on est ravis de vous retrouver et on va parler d'un sujet que ça fait un petit moment qu'on veut explorer avec Jimmy. On va parler de manga et de comics et on a un invité très spécial, très spécialiste du sujet. On a Bruno d'Animeland, ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. T'es content d'être là ? Oui, ça va, j'ai reçu un bon cachet, donc en général... On paye les gens maintenant ? J'étais pas au courant, d'accord. Écoute, oui, on est... Ok, alors si vous voulez financer le projet, nous allons faire un petit Tipeee en dessous de la chaîne. Et du coup, comme d'habitude, on est à Jimmy, ça va ? Bah oui, ça va très bien. Comme tu l'as dit, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on voulait faire ce sujet manga et comics. C'est peut-être même un des tout premiers qu'on avait en tête à l'élaboration de l'émission Corner Club. Et donc, c'est vraiment cool de pouvoir enfin la faire, cette émission. Et avec Bruno, trop bien. Yes. Alors déjà, Bruno, peut-être tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu ? Je suis Bruno Delacruz, journaliste pour le magazine Animeland, qui est le plus vieux magazine en France à défendre le manga et l'animation japonaise, puisqu'il a été fondé en 91. Donc, c'était une époque où... quand tu disais que t'aimais les mangas, on te regardait vraiment chelou. Donc c'est toujours un peu le cas, mais... peut-être moins aujourd'hui. Un petit peu moins aujourd'hui quand même, voilà, c'est vrai. Donc voilà, tout simplement, journaliste pour le magazine et très content de l'être. Trop bien. On voulait aborder ce sujet parce qu'il y a des clichés qui reviennent entre les deux, des ressemblances et aujourd'hui une grosse concurrence. Pourquoi tu voulais aborder le manga et le comics, Jimmy, et quel est ton lien entre les deux ? Parce qu'en vrai, tu es un premier lecteur de manga avant d'être dans le comics. Alors oui, déjà, c'est vrai. Parce que je te connais. Tu avais l'air surpris, mais on travaille ensemble depuis longtemps. Pour répondre alors, tu m'as posé plusieurs questions. Alors déjà, pourquoi je voulais faire ce sujet manga et comics ? C'est parce que, effectivement, j'aime les mangas et les comics. Je fais partie de ces gens qui aiment les deux et qui ne sont pas fermés à la découverte de l'un ou de l'autre. Et même d'ailleurs, même de la BD franco-belge. Et peut-être qu'un jour, on fera aussi un sujet sur... la BD franco-belge et les comics. Et je voulais aborder ce sujet parce que depuis que je suis libraire, je vois aussi l'envers du décor, en tout cas pour la partie comics, et de plus en plus manga, puisqu'on commence aussi à vendre du manga en boutique. Et ça me semblait intéressant d'aborder ce sujet de la place du manga en France, la place du comics en France, la place de la BD en général en France, et parler de ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là, de ce qui se fait de plus mainstream, de plus confidentiel aussi, et de voir ce qui est finalement différent entre ces deux branches de la BD, et aussi ce qui est vraiment très similaire, ce qui rassemble en fait les gens autour de cette passion commune finalement. Et toi, Bruno, ton lien avec le comics et le manga ? T'as commencé par quoi ? J'ai même commencé par le comics, grâce à mon... Vous avez fait l'inverse. Grâce à mon grand frère Anthony, qui était un énorme lecteur de comics, qui dessinait beaucoup aussi. Et j'ai commencé, alors peut-être pas avec le haut du panier, ça a d'abord été avec les X-Force, mais c'est une série que j'aime toujours énormément, et un petit peu après avec Spawn. Puis ensuite, forcément, tu tombes sur Dragon Ball, là ça ouvre une porte les classiques, incroyable, et quand même la force de mon grand frère, ça a été très vite de me tourner vers... il faut dire qu'à l'époque, les œuvres étaient beaucoup plus violentes et cathartiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité de l'offre manga, surtout celle qui nous parvient en France, c'est du divertissement un petit peu sans fond. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait des œuvres qui étaient très violentes. Donc en fait, quand je lisais un comics, quand je lisais un manga ou que je découvrais un animé, j'avais quand même le sentiment d'avoir quelque chose... J'aime les œuvres violentes. J'avais le sentiment d'avoir des passerelles quand même. C'est-à-dire que Spawn, c'était dans un endroit super crade, très urbain, très violent. Et puis d'un coup, je regardais Akira, c'était urbain, très violent. Donc... Et je me suis dit, je différenciais pas tout de suite, j'étais très jeune. Mais voilà, et c'est pour ça que je suis resté, je pense, très attiré par les deux. Donc c'est drôle parce que finalement, c'est pas selon le support, c'est plutôt selon la thématique. Donc t'arrives pas vraiment à faire de différence. Et justement, ma question, c'était, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux publics, qu'il y a une division qui se fait. Alors évidemment, c'est deux secteurs différents, l'un côté Japon et l'un côté américain, donc c'est pas les mêmes codes. Mais c'est intéressant ce que tu dis, pourquoi il y aurait deux publics ? Alors que finalement, c'est de la lecture similaire. Il faudrait faire d'abord une analyse éditoriale. C'est-à-dire que comment est-ce que l'offre elle est proposée et qu'est-ce qu'on nous dit de cette offre. Évidemment, la première différence, je vous apprends rien, c'est qu'on est sur une œuvre couleur d'un côté,
noir et blanc de l'autre. On est d'abord passé, nous en plus en France, pour le côté manga, par une lecture sens occidental. Donc on a aussi un petit peu dénaturé le truc en disant, ben voilà, si on le met dans le sens occidental, vous inquiétez pas, ça va rien changer. Donc déjà, c'est une approche qui n'était pas hyper respectueuse non plus. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est différent ? Moi, je crois tout simplement qu'aujourd'hui, les frontières sont de moins en moins nettes entre le manga et l'animation. Le manga et le comics. Pourquoi ? Parce que même très tôt, des mecs comme Moebius dans le monde franco-belge, il a été attiré par Katsuhiro Otomo, un grand mangaka. Et dans le même sens, Frank Miller, il a fait les couvertures de Lone Wolf and Cub, qui est un immense manga. Donc il y avait déjà, au niveau des artistes, une intertextualité. Et du côté des lecteurs, malheureusement, c'est vrai qu'on a un petit peu besoin d'avoir une sorte de, je dirais, de légitimité. Ah, mais mon auteur de comics préféré, Alan Moore ou Frank Miller, ils apprécient le manga, donc peut-être que ça vaut le coup. Il y a eu un petit peu ça. Donc on va suivre d'abord l'auteur plutôt que l'œuvre. En tout cas, j'ai eu ce sentiment. Maintenant, si on prend juste sur le plan artistique, on est sur un gros mélange artistique, justement. En plus, avec Internet, des auteurs de manga découvrent des auteurs de comics, etc. Et ça se retrouve dans le trait. Peut-être qu'on l'abordera un petit peu plus tard. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait une césure si forte entre les deux lecteurs. Le dernier problème, c'est que si un lecteur de manga veut se mettre au comics, pour trouver le début et la fin, c'est compliqué. On le sait. Oui, parce qu'eux ont l'habitude d'avoir des œuvres runs, qui même commencent si pas des runs, et mais qui voilà, se finissent. Dans le manga, c'est beaucoup plus simple de te dire, bah tiens, regarde, je te propose ça, il y a le tome 1, et ça va aller jusqu'au tome 17, et c'est fini. Par contre, si tu veux attaquer les comics, alors je commence où, Spider-Man ? Est-ce que je fais le run de Dan Slott ? Est-ce que je vais... Voilà. Ouais. Et c'est marrant que tu parlais tout à l'heure qu'il y a des connexions. Il y a eu un article très intéressant en lien avec le festival d'Angoulême où beaucoup d'auteurs en fait maintenant s'inspirent de style manga et que justement voulaient dépasser des frontières. Alors on était plutôt sur du roman graphique qui essaye d'aller entre la BD, le manga et le comics. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui la césure se fait, comme tu dis, au niveau du public et pas forcément au niveau édito, au niveau auteur, au niveau créa. Alors, peut-être qu'on développera plus tard, mais quand vous avez des auteurs comme Joe Mad qui ont éclaté, on a dit, voilà, c'était vraiment la fusion parfaite entre le comics, le manga, par exemple. Mais je crois surtout qu'il y a une grosse influence du jeu vidéo, en réalité. Du jeu vidéo japonais, notamment chez Capcom. Vous prenez les Marvel versus Capcom, par exemple. Tout ce qui a été fait au niveau de ce graphisme-là, les grosses épaules, les grosses mains, certaines silhouettes, ça atterrit dans le comics. Après, des mecs comme Ramos aussi, ils ont un petit peu mélangé leur tambouille. Merci. Non, mais c'est mon nom de famille. Du coup, apparemment, ma famille... Merde, putain. T'es pas mexicaine. Ah oui, on fait du foot. Ah, voilà. Putain, ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que... Mais bon, peut-être que là, je vais un petit peu trop loin, mais... Donc voilà, il y a vraiment la question éditoriale, c'est comment est-ce qu'on le positionne. Le comics, c'était quand même... Hormis les dessins animés Batman, Spider-Man, c'était quand même un peu plus adulte, t'avais l'impression, alors que le manga, on te le vendait un peu... Passé la première vague, c'était quand même un truc d'ado, de jeunes, de super pouvoir. Et toi, Jimmy ? En fait, alors déjà, je rejoins complètement l'analyse de Bruno. Moi, de ce que je vois en tant que libraire, et donc je vois passer pas mal de gens, je vois quand même qu'il y a cette scission, on va dire, quand même entre lecteurs. Et en fait, il y a quand même un côté un peu, pas idéologique, mais un côté vraiment, j'ai choisi mon camp. Mais ça, on le trouve surtout chez le jeune public. C'est-à-dire que quand tu es jeune lecteur et que tu viens de découvrir les mangas ou les shonen en général, par exemple, et que tu dis c'est trop bien, ça me correspond, et ben tu vas t'y plonger corps et âme, tu vas commencer à en lire plein, tu vas t'intéresser à des animés, à des trucs qui vont venir, qui sont pas encore sortis en France, etc. Et en fait, tu vas vouloir en devenir limite l'ambassadeur auprès de tes camarades. Tu vois, auprès de tes amis, tu vas dire mais tu connais pas tel truc, non mais tu devrais pas regarder ça, tu devrais plutôt lire ça, etc. Et de fait, si tu viens voir cette personne-là et que tu dis mais moi je lis des comics, et ben au début ça va être un peu genre mais non en fait moi je suis team manga, qu'est-ce que tu me racontes. Par contre, plus on lit des choses, plus on se rend compte que en fait les mangas c'est cool, les shonen dans les mangas c'est cool, mais déjà les mangas c'est pas que les shonen déjà, et après on se rend compte que la lecture que la bande dessinée c'est pas que le Japon, c'est c'est que t'as l'Europe, t'as les États-Unis et pas que en vérité, et après ça peut t'ouvrir. Et effectivement quand on vient du manga, et je te rejoins mais à 1000%, mais quand tu arrives sur les comics et que tu dois lire du Spider-Man ou du Superman, mais moi tous les jours je dois répondre à la question par où je dois commencer quoi. Alors que effectivement il y a rien de plus facile que d'attaquer un manga. Effectivement tu prends le tome 1
et tu vas jusqu'au bout. C'est très très rare les mangas qui ont des séries spin-off ou quoi. Il y en a évidemment, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Alors que le principe même du comic, c'est que officiellement, par exemple, pour rester sur l'exemple de Spider-Man, la série de 62 est toujours en cours. C'est-à-dire que quand un nouveau Spider-Man sort, à moins qu'il soit non canon, c'est l'énième numéro de Spider-Man de 62. Ce qui est incompréhensible pour le lecteur. Oui. C'est genre, merde, genre, j'ai 60 ans de lecture de retard alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais ouais, donc ça peut être terrifiant. Alors, à l'inverse, que le lecteur de comics qui, parfois, dans ces cas extrêmes, peut se semble sentir un peu un télo, genre je lis de la lecture pour adultes, mature, complexe, je connais tous les arcs narratifs et tout, quand on lui dit lis un manga, ça va du tome 1 au tome 10 et c'est fini, il peut se dire c'est pas assez compliqué pour moi. Ouais, ça, ou c'est pas pour moi, ouais, ou c'est quoi, ouais, j'attendrai de voir, j'attends de voir ouais, s'il y a un préquel, tu vois. Mais là, voilà, je caricature un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais au final, je vois de plus en plus de gens et je côtoie de plus en plus de gens qui lisent de tout et qui trouvent du bon dans tout. Parce qu'en vrai, c'est tellement triste de se priver de tout un pan de la culture littéraire. Quoi. Ce serait dramatique. Quoi. Mais, oui, vas-y. Désolé, Alex, juste pour ajouter un petit truc. Lorsque le comics est arrivé chez nous, on avait quand même le format fascicule. En tout cas, c'était ce qui était le plus répandu. Donc, pour quelques euros, tu pouvais te choper ton petit fascicule. Quelques francs même à l'époque, du coup. Quelques francs, pardon, c'est vrai, quelques francs. Désolé, le vieux. Non, mais c'est vrai, j'ai commencé en plus par les francs. Donc, bien, évidemment. Avec une forme aussi de régularité. Aujourd'hui, un lecteur de manga il va préférer, entre guillemets, s'acheter 2 tomes manga à 6 ou 7 balles, peut-être que d'acheter un intégral, je sais pas, je prends un intégral Panini à 35 balles. 35 €, on peut aussi comprendre ça, alors qu'au tout début, quand j'étais gamin, les quelques francs que j'avais justement, je pouvais soit me prendre le Dragon Ball qui coûtait 18 francs version kiosque, soit mon petit Spawn ou mon petit X-Force qui coûtait vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on est passé, alors c'est normal parce que la vente fascicule ne fonctionne plus du tout, on est quand même passé maintenant sur produits de qualité, sur l'intégrale, sur un beau livre. Et les comics augmentent aussi. Il y a eu des augmentations récemment chez Panini et Urban. En plus, avec la rupture des matières premières et du papier, laisse tomber. Mais donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Un gamin, quand il arrive, alors là, on parle que des gamins, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour investir. Tu vas te dire, oui, tu veux lire les X-Men, alors il faut acheter 35 fois 35 €. Voilà, c'est ça. Avec tes pièces, tu sais. Il arrive 1, 2. Donc, bon, alors que potentiellement, son petit manga, il sort 4 fois dans l'année, le One Piece. Bon, tu vois, c'est plus facile à... Mais là, je ne parle vraiment que des jeunes lecteurs. Et justement, on parle beaucoup en ce moment de la communauté de niche au niveau du comics, des 4%, même si c'est à nuancer, et du fait que le comics ne marche pas tant que ça, justement parce qu'il tourne que avec des lecteurs aficionados, et que, à contrario, le manga marche. C'est pour toutes ces raisons-là aussi que le manga explose ? Je pense que c'est juste mathématique. Aujourd'hui, vous savez, on parle du boom du manga, mais ce sont surtout les grosses séries qui en profitent. Donc Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, ça ce sont des tomes qui à chaque fois s'écoulent 80, 100 000 unités, même plus parfois. Il sort 3 ou 4 tomes par an de ces séries-là. Donc c'est mathématique. Il y a 8 ou 9 séries très fortes, vous faites un calcul, forcément ça fait gonfler les chiffres de vente. Après quand vous allez sur des titres, des seinen, certains shoujo, alors shoujo j'en parle même pas, Pusher, parce que c'est un genre qui se vautre. Là, les ventes ne sont plus les mêmes. Donc c'est juste mathématique, c'est une régularité. On est sur des grosses licences, il sort plusieurs tomes par an, donc forcément ça fait des scores de fou. Sans parler de ce qu'on appelle le 360. C'est-à-dire qu'aujourd'hui One Piece, vous avez le manga, vous avez le jeu, les cotons-tiges, les chaussettes, les dessins animés, la serviette. Le merchandising tout autour. Tu peux vivre One Piece au quotidien. Même si ça te sort des yeux, tu connais le fil. Même si Naruto, c'est pas pour moi, tu l'as déjà vu. Oui, c'est vrai. Donc il y a ça aussi, c'est à prendre en compte. Et est-ce que tu comptes aussi le manga adulte, qu'on dit adulte, parce que moi j'ai bossé en librairie où on le catégorisait comme ça, avec Taniguchi Alors ça pareil, c'est toujours un petit peu... Au Japon, c'est un système marketing, c'est aussi pour que le libraire s'y retrouve. C'est-à-dire les mangas pour jeunes filles, les mangas pour jeunes garçons, les mangas pour femmes, mangas pour adultes. Okay. Et après, je parle pas de tout ce qui est hentai ou ça, c'est encore autre chose. Mais c'est juste donc le seinen qui est considéré comme étant un récit pour adultes. Parfois, c'est moins adulte que des shonen sont parfois plus adultes que des seinen. Ça, il faut pas trop se laisser embobiner par ça. C'est juste pour que le libraire puisse un petit peu s'y retrouver. Malheureusement, Taniguchi... Ça a été, pour moi, là c'est strictement personnel ce que je veux dire, c'est excellent Taniguchi, très très fort. Mais on a souvent dit, ouais, t'aimes la BD, bon tiens, ça en manga, essaye, tu verras, parce qu'on est sur une porte d'entrée qui va un petit peu rassurer, parce qu'il a des influences BD Taniguchi. Pour moi, c'est une très mauvaise idée de faire ça.
Je comprends la démarche, mais c'est une très mauvaise idée. Au contraire, va sur une découverte, va sur un choc, va sur un truc, ah oui, c'est ça le... Une cassure. Ouais, mais ça, c'est strictement personnel. Hein. Mais en fait, t'as entièrement raison. Mais le truc, c'est que moi, encore une fois, je le vois et j'ai souvent eu affaire à des personnes qui me disaient, voilà, mon fils, mon frère, ma copine ou quoi, ne lit que des mangas. J'ai envie de mettre cette personne sur un comics, mais j'aimerais un truc un peu qui fasse transition. Et souvent, moi, ce que je propose, c'est vraiment ce côté, justement, si... veut l'intéresser au comics, faut montrer ce que c'est un comics pur jus, quoi. Un truc qui n'est pas un hybride, un truc comme ça. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a ce côté rassurant. Peut-être parce que déjà l'objet lui-même vaut plus cher que juste un tome 1 d'un manga. Peut-être qu'il y a aussi l'aspect financier. Mais c'est vrai que souvent, les gens vont préférer un truc un peu plus... qui va être un peu plus manga dans l'esprit. Je sais pas, un exemple qui me vient en tête, c'est genre un Deadpool, un truc comme ça, qui va être sous certains aspects très manga, sachant qu'en plus, si je dis pas de bêtises, il y a bien un manga Deadpool en plus. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a ce genre de passerelle facile, mais c'est vrai que voilà, toute la classification qu'il y a sur les mangas, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément d'ailleurs dans les comics. On va avoir des tentatives avec les Black Label et compagnie, mais c'est beaucoup, ou les kids, voilà, les kids, où des fois tu as des trucs en kids où tu dis attends, kids 10 ans jusqu'à 16 ans, parce que 16 ans t'es plus, enfin c'est un peu chelou. Mais ouais, effectivement, toutes les frontières en fait sont bien moins définies que ce qu'elles semblent. Et c'est en ça que ça rend aussi le truc passionnant, c'est que vraiment à tout moment tu peux tomber sur des trucs incroyables alors qu'on t'a pas forcément conseillé ce truc-là en fait, tout simplement. On va parler un peu du fond. Il y a quand même des stéréotypes, des clichés qui reviennent, que ce soit... Non, tu vois pas au niveau des filles, dans les mangas, la féministe, elle est chiante. Bref, il y a quand même des stéréotypes qui reviennent et dans le manga et dans le comics. Qu'est-ce qui est le plus différencié pour vous Alors, qu'est-ce que tu veux dire par différencier Quel est le cliché le plus récurrent dans le comics et dans le manga qui différencient et qui du coup divisent un peu les publics alors, un en commun si tu veux. En fait, déjà, moi, alors, je vais même pas parler des clichés que j'entends, je vais vraiment te parler de mon expérience de lecteur de comics. C'est mon avis à moi, 100%. C'est que moi, alors, dans les clichés qui m'horripilent dans les comics, mais vraiment, c'est-à-dire que je n'en peux plus, c'est la non-fatalité de la mort. La mort, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grave, c'est un sujet grave du quotidien que l'on vit tous, tôt ou tard, et je vous le souhaite le plus tard possible, même pour vous ou pour vos proches. Mais la mort, c'est un sujet grave et qui, à chaque fois qu'il est dans les comics, ou la plupart du temps, est surfait. Que les personnages ne meurent jamais vraiment. Tous les personnages majeurs ont un chapitre qui s'appelle la mort de Superman, la mort de Batman, de Wolverine, de Spider-Man, des X-Men, et même tous les dérivés, les extinctions, les annihilations, enfin... Damnation. La mort, c'est facile, on peut la sortir à tous les conneries. Il y a plein de personnages dont l'origin story est la mort, Spawn, Ghost Rider, n'importe qui... Enfin, le nombre de personnages qui commencent avec la mort et qui, en vrai, la mort, c'est pas si grave que ça. Le personnage revient, fait que c'est quelque chose qui me fatigue. C'est pour ça que je vais parler un peu d'adaptation. Donc, quand on voit ces films du MCU où on va voir des personnages mourir, ou même chez DC, avec, je sais pas, Superman qui meurt à la fin de Batman vs Superman, et qu'il y a des gens qui sont juste des amateurs de films et qui n'ont pas spécialement l'habitude d'en lire et qui apparaissent choqués quand le personnage meurt à l'écran, j'ai juste envie de leur dire, mais si tu as lu des comics, sache que de toute façon le personnage reviendra. Ils se débrouilleront, il reviendra, parce que finalement, dans les comics, la mort n'est jamais une fin en soi. Il y a le petit bain de Ra's al Ghul aussi, il y a ça fait toujours plaisir. Quelque chose, il reste quelque chose à survécu et on trouvera bien quelque chose. Et voilà, donc si vraiment c'est mon cliché numéro 1 qui me fatigue dans les comics, c'est la mort. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le manga, parce que moi je suis moins lectrice de ça. La mort est plus définitive. Bruno pourra me dire, mais pourra infirmer ou pas, mais moi je trouve dans tout ce que j'ai lu comme manga, c'est que en général, la petite subtilité, c'est qu'en général les personnages sont toujours à l'article de la mort et vont s'en sortir. Et en général, les personnages qui meurent pour de bon, et c'est souvent un point pivot pour les autres personnages. Mais du coup, il y a beaucoup moins de morts dans les personnages principaux, j'entends, dans les mangas, de mon ressenti. Mais souvent, tu as des personnages où tu dis non, tu n'as pas pu survivre à ce qui vient de t'arriver. Mais en fait, il trouvera une purée du genre si, c'est parce qu'il s'était tourné un petit peu au moment où il s'est pris le coup. Donc voilà, c'est, en vrai, ça revient à peu près au même. C'est genre, finalement, l'enjeu n'était pas si grave que ça. Sauf que dans les comics, on n'hésite pas à dire il est mort, et 3 chapitres plus tard, en fait, non. Alors dans le manga, c'est vous avez cru qu'il était mort, mais en fait, regardez, non, c'est bon, regardez, il respire, donc il va s'en sortir. Un autre élément aussi pour la mort dans les comics, c'est les reboots.
Moi, je pense notamment Batgirl qui devenait Oracle et qui finalement redevient Batgirl. Ça, c'est voilà, éditorial. Ça, c'est plus éditorial Oui, oui. de faut que le personnage continue et qu'on est toujours sur la même série depuis 30 ans. Ouais. Donc, faut trouver une astuce pour garder le personnage en vie, C'est ça. plus que la personne qui incarne le personnage. Quoi. Mm. Donc, il y a aussi de ça. Complètement. Mais du coup, je t'en prie. C'est un excellent sujet. Si je peux faire un tout petit peu d'auto-promo, Bien sûr. on a participé à l'écriture. Alors ça, c'est en dehors d'Animeland, c'était avant. Un bouquin qui est sorti chez les Moutons Électriques qui s'appelle Sous le masque, où on analyse la mort. Justement, c'est Victor Lopez qui a écrit ce texte. C'est un gros pavé, donc je vous conseille vivement la lecture de ce bouquin. Et en réalité, on a eu toute une réflexion autour de la mort, dire que l'immortalité ne sert à rien dans un comics. Et il y avait je me souviendrai toujours donc c'est dans Deadpool Kills Marvel Universe, je crois. Et Deadpool qui dit à Logan, il dit mais ton pouvoir c'est pas le facteur guérisseur, c'est la popularité. Dans le sens où si tu reviens de la mort, c'est pas parce que tu as un pouvoir, c'est parce que tu es célèbre et qu'il faut vendre du comics. Donc toujours ce discours très méta. Et en réalité, la mort, c'est toujours aussi à la fois un marqueur narratif et temporel. Il y a eu des morts qui ont entre guillemets bouleversé quand même le comics. Gwen Stefani ou Gwen Stacy, ouais. Gwen Stefani, c'est la chanteuse. Ouais, et là on va peut-être passer la musique si vous l'avez tous. Gwen Stefani, n'importe quoi. Pour le manga, c'est très vrai ce que tu disais, dans le sens où quand tu es à la frontière de la mort, tu te surpasses, devenir plus fort, se relever. On est un peu sur le cliché, le Japon c'était un pays en déclin, il fallait relever un petit peu cette jeunesse. Donc, montrer une force. Voilà, tu deviens plus fort quand tu es... dans l'adversité. Voilà, dans l'adversité. Après, ça a vraiment été un marqueur temporel, dans le sens où quand tel ennemi meurt, on passe à un nouvel arc. Tel ennemi meurt, c'est fini. Donc, il y a ça. Pour les clichés du manga, je rappellerai en amont qu'on est aussi sur des moules qui sont façonnés par un édito. On écrit d'une certaine manière chez Marvel, avec un certain éditeur. On écrit d'une certaine manière chez Shueisha, donc la maison d'édition japonaise qui édite Dragon Ball, etc. Tu dois répondre à des moules. Ce n'est même pas l'œuvre d'un auteur. C'est l'œuvre d'un auteur, d'un éditeur, c'est-à-dire la personne qui coécrit ou qui corrige le manga à ses côtés, qui lui dit de rendre les planches, etc., pour une maison d'édition. Donc, ces clichés-là, en réalité, ils sont façonnés presque de façon intentionnelle. C'est-à-dire, volontairement, on répète des circuits pour que ce soit une habitude, que ce soit des valeurs refuges pour le lecteur, qu'on sache où est-ce qu'on met les pieds, etc. Moi, effectivement, ce qui m'insupporte, à force peut-être, qu'il y a un petit peu trop de... À force d'en lire, oui. Oui, peut-être, c'est vraiment ce côté... les premiers ennemis deviennent les premiers amis. On a souvent ça. D'accord. Oui, c'est d'abord c'est d'abord... Ou sinon, cette idée selon laquelle je suis ce que je combats. L'attaque des titans, je combats des titans, je suis un titan. Bleach, Ichigo, je combats des Shinigami, je suis un Shinigami. Je peux t'en faire Goku, Saiyan, je combats aussi à un moment donné contre des Saiyans. Et ça, voilà, mais après, c'est juste personnel, il y a rien de... C'est pas mauvais en soi, c'est juste que peut-être... C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas que ça ne fait pas des œuvres de mauvaises œuvres, celles qui utilisent ces ressorts-là. C'est juste que quand on a l'habitude d'en lire plein, on voit les ressorts, tu vois. Et à partir du moment où tu vois les fils ou les rouages du truc, bah, t'es moins surpris, t'es moins embarqué. C'est comme... quelqu'un qui a vu beaucoup de films d'horreur, ce qui est mon cas, quand tu vois venir un jumpscare à des kilomètres, bon bah, même si la mise en scène est géniale ou quoi, bon bah ok, super. Oui. C'est pour ça que là, ce que je racontais, c'était surtout vrai pour les shonen du Jump, donc du Weekly Shonen Jump. Et quand vous avez une œuvre comme Chainsaw Man qui arrive, elle est vraiment à la marge de ce qui se fait, dans le sens où, alors je ne sais pas si vous l'avez essayé, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi c'est un titre que je vous conseille vraiment, parce qu'il est à la fois très conscient de ce qu'il est, et surtout ça va à l'encontre de tout ça. C'est-à-dire que c'est plus un héros qui, comme Goku, Naruto ou Ichigo, veut sauver le monde. Tout ce qu'il veut, c'est toucher une paire de seins, manger un petit déjeuner. Et là, on se dit, mais attends, dans le Weekly Shonen Jump au Japon, on te sort une œuvre comme ça qui va à l'encontre du message positif, collectif, etc. Donc il y a ça. On attend en fait... on attend des tremblements de terre un petit peu éditoriaux comme ça pour nous secouer et nous sortir un peu de ces clichés qui au bout d'un moment... Et en vrai, si tu dis que c'est attendu, parce que c'est pas attendu que par toi ou moi, c'est attendu par beaucoup de gens, c'est qu'en vrai, le lectorat est pas stupide. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se dit ok, c'était vachement cool ce que vous avez fait, mais voilà,
surprenez-nous, quoi. Sortez-nous un peu des sentiers battus, montrez-nous des choses. Voilà, mais du coup, je pensais à un truc par rapport à ce qu'on disait sur la mort, justement. C'est que finalement, quand tous ces personnages qui meurent et qui reviennent, on a. En fait, en vrai, on a ça aussi au cinéma, tu vois. C'est vrai que c'est pas spécifique aux comics, au manga, c'est pour ça que je veux dire que c'est vraiment pas un cliché vraiment propre aux comics. C'est que, je sais pas, tu prends une grande licence comme Harry Potter, combien de fois il aurait dû mourir et même il meurt et il revient, et non, c'est bon, il n'est pas vraiment mort. Et pareil, le méchant, bon, bah, il est mort, mais il n'est pas vraiment mort. Et voilà, donc on a ces choses-là, pas que dans le comics, mais c'est vrai que, voilà, pour rappeler, voilà, moi, c'est vraiment mon ressenti personnel par rapport à un comic, c'est, voilà, auteur de comics, si vous faites mourir un personnage, qu'il meurt. Ça, lisez Watchmen. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de positif et justement, j'avais fait un petit sondage sur les réseaux en mode comics vs manga, qu'est-ce que ça vous inspire? Et on m'a fait la remarque, moi, je lis plus de mangas parce qu'il y a de l'humour, parce que ça me fait du bien. Et en parallèle de ça, il y avait eu un article, alors je sais plus, mais sur un média assez public, Le Monde ou je sais pas quoi, qui disait le manga fait beaucoup de bien, est un peu un anti-dépressif pour certaines personnes. Est-ce que c'est aussi une des différences entre le comics et le manga qui explique sa popularité aujourd'hui? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les éditeurs n'hésitent pas à parler de récits feel good. Et sur certains mangas, on a beaucoup de... Il y a même ce qu'on appelle le yashikei, par exemple, qui est un récit apocalyptique, mais agréable. C'est-à-dire, donc je vous invite à regarder, par exemple, Escala Yokohama, à lire Escala Yokohama. Donc c'est un monde post-apo, tout est détruit, et c'est une fille qui est avec son petit scooter qui fait le tour du monde, mais il fait beau, on s'arrête, on mange un petit croissant, et c'est agréable, et c'est très paradoxal en fait, alors que le monde est en train de mourir. Il y a vraiment des titres, pareil, tout à l'heure on parlait de shonen, de seinen, etc. Vous avez les yonkoma au Japon, qui sont des mangas en 4 cases humoristiques, parfois avec un humour un petit peu plus acide. Strip, comme on peut avoir en BD franco-belge, ouais. En France, ça marche pas du tout parce que c'est vraiment très, très typique, c'est très spécifique. Mais il n'y a pas un manga aujourd'hui. Enfin, sur les nouveautés, il y a toujours des titres où il y a toujours des petites vannes, où il y a toujours des trucs un petit peu pour relativiser ce qui vient de se passer, même quand il y a une scène très violente, avec la mort d'un personnage par exemple. Il y a toujours des soupapes un petit peu comme ça de décompression. À titre personnel, c'est quelque chose pareil que je regrette un petit peu. Mais oui, il y a beaucoup de comédies. En ce moment, ce qui explose dans le marché français, c'est la rom-com, donc la comédie romantique. T'en veux, il y en a, mais il y en a pour tous les goûts. Donc voilà. Ton avis un peu sur l'humour Alors, globalement, c'est sûr que de toute façon, en fait, qu'est-ce que cherche un lecteur? Un lecteur, quand il veut lire une œuvre de fiction, à mon sens, ce qu'il veut, c'est se sortir de son quotidien. Ok. Et en général, quand tu veux sortir de ton quotidien, tu as envie de lire quelque chose qui te détend, en tout cas qui te fait t'évader ou qui te fait penser à autre chose. Donc en général, quelque chose qui, selon ton ressenti de ta vie, qui est mieux que ta vie, on va dire. Donc tu vas lire des histoires sympathiques ou alors des histoires où ça va mal, mais en vrai, les héros sont tellement forts que ça finisse bien. Voilà, il faut peut-être pas forcément le happy end, mais c'est sûr qu'un petit happy end, ça permet d'éviter après avoir besoin d'un gros câlin pour se sentir mieux après la lecture, quoi. Donc je me rends pas compte, effectivement. J'ai commencé effectivement à avoir de plus en plus les mangas rom-com, donc je les vois commencer à apparaître, donc je me dis oui, il y a peut-être un truc qui se passe de ce côté-là, sachant que côté comics, pas vraiment. C'est-à-dire que voilà, si si quelqu'un vient en me demandant est-ce que je voudrais un comics drôle, je peux lui en citer 3-4, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Après, t'as plutôt des personnages drôles. On dit souvent que Deadpool est drôle. Ça, mais tu vas avoir une série sur lui, mais en vrai, le truc, c'est qu'une série centrée sur un personnage drôle, si tu n'accroches pas à l'humour du perso, tu vas t'embêter très rapidement et tu vas trouver ça lourd très très vite, quel que soit le type d'humour en fait. Même un humour très potache, alors évidemment, un humour potache peut rapidement être lourd, mais même un humour très sardonique, très cynique, au bout d'un moment, tu veux dire c'est bon. Moins de blagues, avance dans l'histoire, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le comics est moins pensé comme une histoire de feel good qu'une aventure, une histoire d'action, par exemple. Le comics, en général, c'est plus action, plus aventure. Un road trip. Voilà. Mais c'est vrai que des comics humoristiques, j'en ai pas vu passer 50, en tout cas sur les parutions françaises, ce qui sort en France. C'est pas ça. Pour le coup, la franco-belge est très forte pour ça. Oui. Si tu veux de la BD humoristique, le franco-belge, t'en as des palettes entières, il n'y a pas de problème. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non,
pour l'écriture des personnages, c'est vrai, parce que aujourd'hui, Deadpool, moi je suis toujours meurtri de voir ce qu'on en fait aujourd'hui, parce que c'était vraiment le mercenaire qui avait... c'était un tchatcheur, il était provocateur, mais c'était pas un guignol. Et je suis un petit peu triste de voir qu'aujourd'hui, il est devenu un petit peu trop guignolesque. Tu parles dans les adaptations cinématographiques ou aussi dans les comics même dans aujourd'hui? les comics, En vrai, c'est même plus dans les comics que dans la représentation cinématographique. En fait, maintenant, c'est même pas qu'il est guignol, c'est qu'il est devenu cartoonesque. C'est vraiment, tu vois, il va être représenté en train de tirer avec ses flingues, mais il en sort des flèches ventouses, tu vois. Alors qu'avant, effectivement, au début, Deadpool, il va te placer une blague, mais en même temps, il t'a mis une grenade dans la tête et tu vas mourir. Quoi. C'est pas. Puis il était sale. Bon, c'est pas une émission sur Deadpool, désolé. Non, mais c'est marrant parce que là, aujourd'hui, il va y avoir le Deadpool qui sort chez Panini et qui caricature Demon Slayer. En tout cas, au moment de la sortie de l'émission, il sera déjà sorti. Et qui va même un petit peu tâteler l'otaku, donc le fan hardcore d'animation ou de manga. Et ça, par contre, c'est intéressant parce que l'humour Jap est très référencé, en fait. C'est vraiment, on va te citer, je sais pas, on va te citer les œuvres que tu aimes, on va critiquer les œuvres que tu aimes, on va se moquer un petit peu de toi. C'est parfois même politique aussi dans le fond, donc c'est très méta, et c'est un truc que Deadpool sur lequel il a pas mal surfé. Mais voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais donc tu parlais des personnages, l'écriture de personnages. De personnages. Oui, et après tu t'es perdu dans Deadpool parce que tu es très énervé de ce qui se passe actuellement. En fait, c'était juste pour faire le parallèle entre un personnage, il appartient même plus à son créateur, il passe entre différentes mains. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que maintenant, quand on dit c'est qui ton personnage préféré, je sais pas si c'est Batman. On parle de scénariste. Voilà, on parle de scénariste, pareil. Comme ça, c'est quel Batman? Parce que, exactement. C'est ça. Ou parfois, ça peut être peut-être même d'un dessinateur. Moi, celui de Jim Lee, bon, c'est parce qu'il est sur mon t-shirt. Celui de Jim Lee, je l'aime bien, mais je préfère quand c'est un tel qui l'écrit. Ouais, mais Hickman, tu préfères. Enfin, donc voilà. C'est alors qu'en manga, ça n'existe pas vraiment, quoi. Oui, en fait, les auteurs ont la propriété aussi. Alors après, les droits leur appartiennent pas toujours, c'est à la maison d'édition. Mais parfois quand ils sont trop vieux ou qu'ils en ont vraiment marre et confient ça à quelqu'un d'autre parce qu'il faut faire vivre la licence, genre Dragon Ball par exemple. Mais sinon c'est un humour typique d'un auteur en fait. Donc c'est un petit peu plus identifiable, on va dire. Voilà. C'est vrai que la rom-com, faut pas lire Claremont pour avoir de la rom-com. T'as de la rom, t'as peut-être pas trop de com. Voilà. On a parlé de différence. Pour finir, peut-être, est-ce que vous pouvez me citer un point commun quand même, parce que en plus vous êtes tous les deux lecteurs de comics et de manga. Quel est le point commun entre les deux pour peut-être inciter les gens à se dire qu'on est sur une même lecture? Je vais rester sur des éléments scénaristiques, en tout cas narratifs. Il y a un truc que les deux, un élément scénaristique que les comics et les mangas maîtrisent très bien, c'est les archétypes. Les archétypes de personnages, j'entends. Donc voilà, quand je parle d'archétypes de personnages, on parle évidemment du héros, on va parler du mentor, de l'acolyte, du rival. Le héros vs vilain. Voilà, exactement. Et c'est des choses qu'on va avoir dans les deux, qui sont en général très rapidement identifiables. Il y a des auteurs qui s'amusent à jouer avec ça, où on ne sait jamais finalement si ce personnage-là va être le rival, ou en fait va être l'ami ou le mentor. Enfin, il peut se passer plein de choses à ce niveau-là, et c'est des choses qu'on va retrouver là-dedans, qu'on ne trouve pas que dans le comics et le manga, encore une fois, mais là c'est le sujet de l'émission. Bravo. Mais du coup voilà, c'est des choses qu'on va retrouver qu'on va retrouver assez fréquemment, avec les personnages qui vont être juste des personnages fonctions, qui vont apporter juste quelque chose qui va faire avancer l'intrigue, et c'est des choses qui fonctionnent bien en général. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des mécaniques qui sont éprouvées depuis une éternité dans tout type de fiction, dans tout type d'histoire, et qui quand c'est bien fait, bien utilisé, parce que ce sont des outils finalement pour l'auteur et le dessinateur, quand ils ne sont pas la même personne, pour présenter une histoire lisible, claire, intelligible, même quand elle est extrêmement complexe. Ça va passer sur 10 temporalités différentes, à travers 10 visions de personnages différents. On arrive toujours à identifier ces éléments-là, ces personnages-là, et ça les rend attachants, ça peut les rendre passionnants, et du coup dès que va sortir un épisode spécial sur vous voulez en apprendre plus sur ce personnage-là, quelles sont ses motivations, et on va se dire ouais, trop cool. On va pas se dire en fait ils traînent parce qu'ils ont pas rattrapé la date de parution. Voilà. Donc voilà, c'est ça pour moi le point commun qui donnera envie de passer de l'un à l'autre. Si vous aimez des personnages archétypaux, le héros, le mentor, le rival, le grand méchant, le grand méchant qui en fait est gentil, etc.,
etc. On les retrouve dans les deux. Mais oui, bien sûr. Il y avait quand même une différence aussi, dont on n'en a pas trop parlé. C'est que si je suis un lecteur de manga et que je me tourne vers le comics, le visuel que j'ai sur la couve, c'est pas le visuel que je vais avoir à l'intérieur. Oui, et c'est vrai, ça. C'est vrai. Alors pour nous, parce qu'on en bouffe des comics maintenant, on se dit trop bien, t'as vu Capullo il a fait cette cover, mais à l'intérieur c'est pas. Nous on s'en fout. Mais si tu connais pas, tu dis mais attends. Et là, 3 chapitres plus loin, mais c'est pas le même dessinateur. Et 6 chapitres plus loin, mais c'est pas la. Attends, mais ouais, là, tu peux avoir 6 dessinateurs sur un même comics. Exactement. Il y a une variété en termes de design qui fait que au Japon, c'est une vraie question, c'est même un petit problème. Toutes les œuvres qui sont graphiquement incohérentes, entre guillemets, je parle surtout des animés, ça fonctionne pas. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir tant de variétés, tant de variations. Mais pour répondre à la question, sinon, tu as abordé le fond et l'écriture, je parlerai des splash pages, tout simplement. C'est vrai. Voilà, puisque c'est aussi quelque chose qu'on a dans le manga. Elles sont utilisées, il n'y a pas une utilisation qui est particulière au manga. Voilà, on est sur de la grande page, voire de la double page, avec un coup final ou un coup qui fait bien mal, ou une révélation. Alors, ça peut être une superbe révélation, un plan iconique. Et ça, c'est une respiration qui est toujours très forte parce que lorsque c'est publié au Japon, vous le découvrez d'abord en magazine. Et que si vous finissez sur une double page qui vous arrache un petit peu le cœur ou sur le gros cliffhanger, il faut attendre 1 mois ou 2 mois parfois pour lire la suite. Donc voilà. Comme d'habitude, on termine l'émission avec des comics et là des mangas. À chaque fois, je vous demande votre inspiration préférée. En tout cas, par rapport à la thématique. Par rapport à la thématique, oui, parce que je fais bien mon travail, en effet. Non, c'est vrai. Sinon, et donc, sur la table, on a Fable et Lady Snowblonde. Pourquoi ? Donc je commence, du coup tu me regardes. Ok, très bien. Fable, pourquoi? Tout simplement parce que en fait l'idée c'était de présenter un comics style 2, en tout cas pour ma part je voulais présenter un comics s'il devait y en avoir un à proposer. Et donc Fable, donc par Bill Willingham, c'est une série qui existe en 10 tomes chez Urban. Il y a quelques séries spin-off, mais la série principale est en 10 tomes, assez épais, il faut le dire. Mais pour moi c'est un modèle d'écriture, de narration, d'écriture de personnages, artistique même. Le travail que fait Birmingham pour le dessin est juste fabuleux. Les quelques artistes qui sont invités au cours de la série sont vraiment géniaux. Et Fable, en 2 mots, c'est assez simple. En gros, c'est les personnages de contes de fées qui vivent dans leur propre royaume de contes de fées, donc chacun a son royaume, vont être attaqués par un ennemi mystérieux qui s'appelle l'adversaire, et beaucoup de personnages de contes de fées vont mourir, d'autres vont être asservis et d'autres vont s'échapper des royaumes de contes de fées pour vivre parmi les humains, mais en restant cachés parmi les humains puisqu'ils ont leur pouvoir, ils ont leur spécificité, et du coup ils vont vivre dans un immeuble en plein milieu de New York, cachés aux yeux de tous par des grands sorts, de puissants sorts lancés par les magiciens qui sont exilés avec eux. Et en fait on va suivre leur aventure parmi les humains, avec comme fil rouge le jour où ils vont essayer de récupérer leur royaume, donc rentrer chez eux, quitter le royaume de la Terre. Et voilà, donc c'est une série qui, je crois, était sortie en 150 chapitres aux États-Unis, quelque chose comme ça. La série va reprendre là aux États-Unis et j'ai hâte. Parce que c'est toujours Willingham qui est aux manettes. Et vraiment, voilà, si je devais vous recommander un comics qui sort des classiques, voilà, Batman, Spider-Man, qui sont tous aussi très bien, mais voilà, dans le genre indé qui vaut vraiment le coup, qui est vraiment un chef-d'œuvre d'écriture. Et dans la continuité aussi, vu qu'il y a plusieurs tomes. C'est vraiment un très très beau travail. Et c'est ce qui se rapproche un petit peu de l'esprit manga, dans le sens où c'est un auteur qui avait en tête une série longue, un peu comme pouvait... l'avoir McFarlane avec Spawn ou Kirkman avec Walking Dead. Voilà, ou on a Mignola une avec série, Hellboy. Exactement, on va avoir une série longue. Il avait son cap en tête, il a travaillé tout du long dessus avec quasiment le même dessinateur tout du long, donc il y a cette continuité graphique, et c'est génial. Il y a des arcs, il y a vraiment cet esprit un peu manga en plus dans la narration, mais voilà, c'est vraiment une œuvre magistrale de bande dessinée, même au sens large du terme. Voilà. Et toi Bruno, du coup tu as choisi Lady Snowblonde. Étonnant. Oui, pourtant c'est un titre incontournable. Je vous passe le classique, c'est le film qui a inspiré, c'est le manga qui a inspiré Kill Bill. Donc on est sur un titre de vengeance pur et dur. C'est un titre de 1973 ou 72, si je dis pas de bêtises. C'est un titre de 2 très très grands auteurs, Kazuo Kamimura qui est un immense dessinateur décédé. Très très fort pour la dramaturgie. C'est vraiment un titre qui est très poignant, qui est très sensuel,
Donc ça parle tout simplement, c'est une femme qui cherche à se venger après avoir perdu son mari. En fait, elle va accoucher en prison d'une fille, et cette fille va prendre la succession, entre guillemets, de cette vengeance. Donc c'est à l'ère Meiji, une ère charnière au Japon. Donc voilà, c'est quelque chose de très froid, de très sensuel, de très violent. Graphiquement, on est sur quelque chose de presque mystique, avec des fonds perdus, avec des respirations. C'est vraiment, vraiment un titre très, très fort. Et je vous conseille de le lire parce que ça fait partie des titres, ce qu'on appelle un peu le manga patrimoine, d'une certaine manière. C'est comme si c'est un grand classique en fait à lire, voilà, tout simplement. Et je crois que ça passe par là pour se forger une culture. Et en France, c'est vrai que hormis les très très grands noms, ce genre de titre souffre en termes de vente. Alors peut-être pas Lenny Snowblood parce qu'il a vivoté entre différentes éditions, mais je pense qu'on gagnerait à s'intéresser à ces titres-là qui sont très respectés au Japon. Les auteurs sont des grands noms au Japon, et je crois que nous, il y a un truc qui me sort toujours par les yeux, c'est lorsqu'on demande un conseil d'un titre, c'est de quoi ça parle, et il faut qu'on vende un titre en 2-3 lignes, absolument, et que si en 2-3 lignes on n'arrive pas à te séduire, ah mais non, tu vois, ah c'est quoi l'histoire, c'est des voitures qui, ah mais non. Faut avoir tout dit, quoi, faut pas laisser le mystère. Ouais. Alors, c'est comme si on se rend compte, et du coup, attends, mais parle-moi de toi et on verra si t'es intéressant. Donc essayons de faire un chemin inverse, allons-nous vers l'œuvre, faisons un pas vers l'œuvre, même si c'est des mondes qui nous sortent des yeux, même si c'est des trucs que l'on n'aime pas. Et puis voilà. Puis je trouve ça intéressant avec ce titre parce que la vengeance, c'est quelque chose qui est énormément exploité dans les comics, avec Batman évidemment, et je ne cite pas que lui, et donc ici ça peut être aussi un premier point d'entrée pour les lecteurs de comics. Et puis surtout, c'est très actuel, c'est une femme qui se rebelle dans un milieu ultra dominé par les hommes, parce que c'est un monde un peu samouraï aussi. C'est pas une ascension sociale, hein, attention, c'est un drame social, et je crois qu'aujourd'hui, voilà, avec l'émancipation, le débat autour du féminisme, etc., c'est un titre qu'il faut lire maintenant. C'est aussi nécessaire, ouais, voilà. Complètement. Merci beaucoup les garçons, c'était super intéressant. J'espère qu'en tout cas vous avez pu un peu comprendre les différences, les points communs, et surtout n'hésitez pas à être curieux, c'est vraiment un mot important, que ce soit pour les comics ou pour plein d'autres choses à lire. Je pense qu'il n'y a pas de frontières et qu'on peut lire de tout tant qu'on est intéressé par certaines thématiques, comme tu l'as dit Bruno. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les magazines d'Animeland si vous êtes aficionados de ça. N'hésitez pas du coup à venir nous revoir en boutique, que ce soit en boutique au 25 boulevard Voltaire ou sur notre site en ligne. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.